Théâtre est dédié aux sessions spéciales et aux keynotes. Justement, la keynote qui vient, on va accueillir Denis Terrien du groupe 3SI, qui s'adresse à vous, e-commerçants, en vous disant « Agissez sur ce qui dépend de vous ». Je vous accueille tout de suite sur scène, Denis. Je vais vous laisser la parole pendant 1 heure. J'espère qu'à la fin, y aura-t-il des questions? Y aura-t-il un moment peut-être pour des questions pour le public? Si c'est le cas, je m'occuperai donc de vous apporter le micro que j'ai à la main. Et voilà, je vous laisse commencer votre présentation qu'il faut lancer en fait sur l'ordi. Ouais. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pas full, mais c'est pas grave. On va essayer de partager avec vous notre vision de l'e-commerce et la vision de l'e-commerce, comment on le voit et comment il a évolué au cours des ans. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi on s'est relié à Épictète. Épictète est né au 1er siècle après Jésus-Christ, en l'an 50 à peu près. Et c'est intéressant de se replonger par rapport à sa philosophie et de voir comment lui a anticipé ce sur quoi il fallait travailler ou pas. Dans sa philosophie se veut très pratique. La question principale à laquelle il tente de répondre, c'est de savoir comment il faut vivre sa vie. Et la manière dont on peut se l'appliquer à nous, c'est quel type de commerce on veut faire. Il invite à reconnaître l'impossibilité pour l'homme de contrôler ce qui ne dépend pas de lui. Et donc en e-commerce ou en commerce aussi, il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous. Et l'idée est donc de n'attacher d'importance qu'à ce qui dépend de nous. L'e-commerce d'aujourd'hui est dans la même situation. Dans un contexte qui se complexifie énormément, on doit savoir ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Cette complexité qui nous affecte de plus en plus est le fruit d'un long mûrissement du commerce depuis à peu près 20 siècles. Je vous propose rapidement de voir où en était le commerce avant et où il est aujourd'hui. À l'époque d'Épictète, on est sur un monde absolument fermé. C'est un monde cyclique qui est prédictible. Ce qui a été sera, et le futur n'est que le recommencement de ce qui a été. La carte du monde de Ptolémée montre un monde limité avec autour des cartes. Il y a un ordre. Ainsi, le commerce répond à un ordre établi. Le commerçant vend des produits qui viennent d'une région ou du champ d'à côté. Le commerçant connaît ses clients et ses clients le connaissent. Il connaît ses produits et les producteurs le connaissent. Et durant 13 siècles, ça va être le commerce. Ainsi, le commerce se focalise sur 3 choses, qui est la connaissance client, le produit et l'assortiment. Et on va voir quels sont les éléments qui se sont rajoutés au cours des années et comment les commerçants ont répondu à ça. Au XVIe siècle, c'est une forte évolution du commerce. Qu'est-ce que c'est? C'est la découverte que le monde n'est pas plat, il est rond, et que le monde est finalement infini. Le monde n'est plus borné, et donc cet infini est en même temps les débuts, un petit peu nos ancêtres de l'e-commerce. On peut voir là sur l'arcade de droite 2 personnages qui sont les mêmes personnages qui sont en noir en avant. Les 2 personnages en noir, ce sont des commerçants florentins qui ont fait fortune et qui se sont présentés aussi dans l'arcade de droite. Et qu'est-ce que l'on voit dans l'arcade de droite? On voit le commerçant disant au revoir à sa femme parce qu'il part. C'est le début du commerce où on va loin pour chercher des produits. C'est le commerce des épices, la route de la soie. L'acte d'achat est donc toujours autour de la connaissance client de ce produit et cet assortiment, et on voit des nouvelles choses qui sont la logistique amont. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que cette logistique amont était en général externalisée ou outsourcée. Pourquoi elle était outsourcée? Car le vendeur florentin n'avait pas la taille critique pour lui montrer une caravane pour aller en Asie. De même, il fallait qu'il se finance. Il n'avait pas l'argent pour pouvoir financer une telle caravane, et c'est la naissance de toutes les banques essentiellement italiennes, à Gênes, à Florence. Et donc on peut voir que l'outsourcing
dépend de deux nécessités. La première, c'est la nécessité d'une taille critique. Et la deuxième, c'est une nécessité des compétences spécifiques. Donc ces formes d'externalisation où la qualité et la quantité est toujours d'actualité aujourd'hui. Quand on développe un e-commerce, il faut savoir sur telle ou telle fonction, est-ce qu'on a la qualité ou l'expertise nécessaire ou est-ce qu'on a les quantités et la masse critique. Le commerce se développe à peu près de la même manière pendant 4 siècles. Ça, c'est une photo au début du siècle. Et on peut voir que ce commerçant, qui a maintenant tout un tas de produits différents, qui viennent de régions différentes, donc il a externalisé l'outsourcing et la logistique amont, va se lancer dans la signalétique pour se différencier du commerçant d'à côté. Cette signalétique, ce n'est pas lui qui le fait, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Et donc, on voit là encore un nouvel acte d'externalisation. Le commerçant reste focalisé sur ce qu'il sait faire, la connaissance client, le produit et l'assortiment, et externalise cette expertise nouvelle qui est cette signalétique. 50 ans après, la vente de la voiture, c'est exactement la même chose. On voit ici le commerçant qui connaît bien son client, qui démontre sa voiture, mais lui aussi a externalisé certains éléments. Les éléments qu'il a externalisés, ce sont les produits propres, la création de la voiture qui est faite ailleurs, et les actions commerciales. Enfin, le summum du merchandising d'aujourd'hui, c'est la boutique Apple. On peut voir que dans la boutique Apple, la seule chose qui est faite, c'est la relation client. On montre certains produits, il n'y a que 16 produits chez Apple. Absolument tout le reste est externalisé. La question que l'on peut se poser, c'est quid de l'e-commerce ? L'e-commerce nous force à regarder un monde différent. C'est un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme vient d'une différence dans l'intermédiation. L'intermédiation qui, historiquement, coûtait de l'argent, aujourd'hui, les frais d'intermédiation ne coûtent plus rien. Deuxième chose, par rapport à ces frais d'intermédiation qui ne coûtent plus rien, le client va d'un site à l'autre. Et donc, on a deux choix en tant qu'e-commerçant. Si jamais on oublie son client, il zappe d'un site à un autre. Si jamais on n'a pas bien compris ces changements d'intermédiation, on n'a pas compris le commerce. Et je vais vous donner un exemple. Historiquement, quand quelqu'un écrivait un livre, il allait voir un éditeur, après un distributeur, qui le mettait chez un libraire pour pouvoir le vendre. Et donc, cette chaîne de valeur prenait à peu près 50% de la valeur d'un livre. Aujourd'hui, avec la digitalisation, un livre peut être écrit rapidement, mis sur un site de vente en ligne et vendu très très rapidement, sans ces frais intermédiaires. Ce qui fait que cette intermédiation, les coûts de cette intermédiation a disparu. On a la même chose aussi avec la photo. On a la même chose avec la musique, c'est le succès d'Apple. On peut voir aussi que dans d'autres produits physiques, il y a un changement d'intermédiation. Pour ceux qui prennent des transports en commun ou privés, le taxi, il y a 20 ans, le taxi, on appelait un central, on allait voir ce central appeler le taxi, envoyer le taxi à une adresse, le client prenait ce service de taxi et le taxi devait revenir en centrale, payer la commission et repartait. Aujourd'hui, avec Uber, cet acte d'intermédiation, de dispatch du taxi n'existe plus. Que ce soit Uber ou Lyft, où tout ça est fait absolument et fait facilement par le consommateur lui-même qui se lie directement à la voiture. Alors, où est-ce qu'on en est dans l'e-commerce ? L'e-commerce a 3 fonctions majeures. Le premier, c'est la génération de trafic et de contact. Le deuxième, c'est l'acte d'achat. Et le troisième, c'est la matérialisation de l'acte d'achat. On va essayer de prendre chacun de ces métiers, voir ce qu'ils sont en sous-métiers et de voir quelle est la concurrence dans chacun. Le premier, c'est le parcours client. Derrière ce parcours client, il y a un acte d'achat. Et pour cet acte d'achat, il y a 3 fonctions fondamentales. La première, c'est sur quelle plateforme je vends mon produit, plateforme web, plateforme papier ou call center. Le deuxième, c'est comment je gère mon produit. Et le troisième, c'est comment j'arrive à activer la décision d'achat. Pour chacun de ces actes dans mon acte d'achat, il y a des sous-actes d'achat. Par exemple, pour mon produit, il y a la définition d'assortiment, il y a les produits en propre,
il y a la distribution et il y a la liquidation. Chacune de ces fonctions doit être exercée par un e-commerçant. Et certains e-commerçants, tels que ceux-là, ont choisi de devenir les meilleurs dans cette fonction. Un site comme Kiabi va se focaliser sur son assortiment, sur son produit, et va outsourcer tout le reste. Il va outsourcer sa génération de trafic, il va outsourcer sa livraison en point colis. De même, Louis Vuitton va se focaliser sur sa marque, sur son produit, sur son déclencheur d'achat, va outsourcer tout le reste. Donc aujourd'hui, ces commerçants ont fait un choix. Ils ont dit « nous serons le meilleur ou les meilleurs dans cette partie produit ». Une autre fonction de l'e-commerce est la génération de trafic et de contacts. Et là, il y a deux gros métiers. Le premier, c'est la génération d'audience. Le deuxième, c'est l'activation de la base de données client. Génération d'audience, elle peut être soit déclenchée, soit spontanée. De même, pour ma base client, je peux aussi travailler avec une connaissance client ou des actions commerciales. Là, certains acteurs dans l'e-commerce ont décidé de devenir les meilleurs sur ce marché, et on les connaît, c'est Google, eBay, Facebook, Twitter et autres. Ces personnes-là sont dans l'e-commerce, se focalisent sur une des fonctions de l'e-commerce, ne vont pas dans le reste. Google ne va pas faire de la sélection de produits, Google ne va pas travailler sur son déclencheur d'achat. En revanche, sur la définition du trafic, Google est le meilleur ou souhaite rester le meilleur. Enfin, le troisième grand métier, c'est la matérialisation de l'acte d'achat. Une fois qu'un client a acheté un produit à un e-commerçant, il faut quelque part que ce client puisse avoir ce produit chez lui. Et là, il y a trois grands métiers, la logistique amont et le picking, la livraison et la gestion post-achat. Là aussi, il y a des sous-métiers, et sous ces sous-métiers, il y a encore des acteurs qui se sont spécialisés. C'est peut-être pour la livraison de colis, par exemple, Mondial Relais, ou Téléperf, ou La Poste. Ou pour le contact avec le client, ça peut être des call centers tels Téléperf ou Mezzo. Revenons sur l'acte central du client. Le commerçant. Le commerçant a ses fonctions à délivrer en premier, qui sont la connaissance de son client, le choix et le risque qu'il prend à acheter un produit et la définition de son assortiment. C'est ça le métier d'être commerçant. C'est ça le métier d'être commerçant depuis 20 siècles. Aujourd'hui, l'e-commerçant a à faire face à tous ces autres métiers. Et donc, sa responsabilité est de choisir quels sont les métiers sur lesquels il va être bon, quels sont les métiers sur lesquels il va être le meilleur. Alors, là-dessus, ma grand-mère disait essayer de tout faire, on ne va jamais y arriver. Donc, le premier choix, c'est qu'est-ce qu'il faut outsourcer? Et bien entendu, quelqu'un qui essaye d'être bon à tout n'est bon à rien. Donc le deuxième choix, c'est une fois qu'on a décidé qu'on allait outsourcer, c'est comment faire le choix de ce que l'on va outsourcer. Et là, il y a deux écoles. La première école est d'outsourcer à quelqu'un qui va faire tout l'e-commerce pour nous. Quelqu'un qui va prendre les produits en stock, mettre en contact avec le client, faire la vente et nous payer. Ça, c'est un choix d'outsourceur. Le gros risque d'aller avec ces personnes, ce type d'outsourceur, c'est qu'on perd le contact client, on perd la connaissance de la relation entre le client et le produit. Et donc, c'est une défaite de l'e-commerce. En revanche, les gens qui choisissent ça sont sûrement très très bons en produits et donc deviennent des producteurs, mais pas des e-commerçants. Et le danger d'outsourcer avec ce type de format, c'est de perdre son âme de commerçant. D'autres outsourceurs, et c'est le choix que nous avons fait, on a décidé de laisser le contact entre l'e-commerçant et le client. Et comme ça, l'e-commerçant reste sur ce sur quoi il doit travailler, ce compte la bonne connaissance de son client,
sa définition de produit et son assortiment. Tout le reste, il peut l'outsourcer. Et c'est en ça où le groupe a développé tout un tas d'expertises. Depuis 20 ans que le groupe est dans l'e-commerce, depuis 80 ans où le groupe est dans le commerce en distance, on a développé des fonctions, des métiers spécifiques. On ne fait pas tous les métiers. Par exemple, nous avons décidé dans le groupe de ne pas nous lancer dans les déclencheurs d'achat en spontané. On ne fait pas la concurrence à Google. Ils sont irrattrapables là-dessus. En revanche, il y a d'autres fonctions qui étaient des expertises du groupe qui peuvent être offertes à des e-commerçants. Aujourd'hui, plus de 3000 e-commerçants nous ont fait confiance et travaillent avec nous. En conclusion, je pense que Epictète avait raison. Le métier du e-commerçant qui a évolué au fil des siècles connaît une rupture très très forte avec l'arrivée du digital. Et ça nous oblige, nous, e-commerçants, à définir quel est mon avantage concurrentiel, quel est mon avantage discriminant, qu'est-ce qui est le cœur de mon offre en termes de produits, d'assortiment et le type de relation que je veux avoir avec mon client. Là-dessus, quelqu'un comme Jacques-Antoine Grandjean, de Vente Privée, a fait un choix très spécifique. Il a dit, ce qui est important pour moi, c'est ma définition de mon assortiment, de mon produit, la manière dont je les montre au public, dans les photos, et la manière dont je peux appeler mon client. En revanche, le reste, je peux l'outsourcer. Ce n'est pas lui qui livre les produits aux clients. Un autre grand du monde, de l'Internet, L'Oréal, a fait un choix différent. L'Oréal a dit, nous sommes une marque, nous allons développer les meilleurs produits, nous voulons garder la relation avec le client. En revanche, tout le reste, même les call centers, sont outsourcés. Le choix, nous n'allons pas le faire pour vous. Il vous appartient de faire votre choix par rapport à votre définition d'e-commerce. En revanche, si jamais on essaye de tout faire, on n'y arrivera pas. Certaines personnes me disent, oui, mais regardez, la logistique est une clé, et donc c'est très très bien d'avoir la logistique chez soi. Quand on est un e-commerçant, qu'on a 30 à 40% de croissance par année, quel type de logistique, si jamais on le fait en propre, quel type de logistique on doit avoir? Où est-ce qu'on met la taille critique? Où est-ce qu'on s'arrête? Jusqu'où on investit? Donc là, effectivement, peut-être que le prix sera 5 ou 10% supérieur par rapport à une logistique interne. En revanche, c'est le prix à payer pour pouvoir croître très fort. De même, si jamais vous déposez par exemple des marques, vous pouvez aussi faire ce dépôt de marque à l'interne, mais là, vous allez utiliser des services externes qui vont vous aider. Voilà, j'ai terminé ce que je voulais vous dire. Je suis ouvert à toutes les questions. Merci beaucoup, Denis Terrien. Vous avez fait vite, en 20 minutes. Vous vouliez justement qu'il y ait le plus de débats possible. Est-ce que vous avez des questions ou peut-être des éclairages à apporter? Bonjour. Bonjour, Antoine Bordier, Pitech Plus. Je suis arrivé un peu en retard, donc j'ai peut-être pas certains chiffres. Quels sont à peu près les chiffres clés de 3SI Services en termes de, j'imagine que vous avez vos développeurs, par exemple, en interne? Alors, je n'ai pas annoncé les chiffres. Donc, 3SI Services, c'est 300 millions d'euros en service aux e-commerçants. Plus de la moitié du chiffre d'affaires est fait avec des clients en dehors du groupe. À titre de comparaison, le premier outsourcer en service, ça serait peut-être GSI au monde, qui appartient à eBay. Il fait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, sur la France, 3SI Services est clairement la référence. Et nous avons 3000 clients et à peu près 100 clients nouveaux qui viennent chaque mois. Quand nous avons réfléchi à tous les services que l'on pouvait offrir, il y a certains qu'on aurait voulu avoir, mais qui faisaient partie du clé de la relation du client. Donc, on a décidé de ne pas y aller. Et il y en a d'autres sur lesquels, que ce soit la taille critique ou des compétences spécifiques, on n'avait rien à offrir en plus. Je vais donner un exemple. Par exemple, la constitution d'un site Internet. Pour la constitution d'un site Internet, nous pensons que la créativité est plus importante que la taille critique. Et donc, que ce soit des équipes en interne ou des agences de pub, peuvent faire un très très bon site
Internet. Là-dessus, nous avons décidé de ne pas y aller. En revanche, avoir derrière des points de livraison tels Mondial Relais. Mondial Relais a 4300 points de livraison en France, plus de 6000 en Belgique, en France et en Espagne, et accès à plus de 20 000 en Europe. Pour ça, il y a besoin d'une taille critique et très peu de sociétés de services peuvent offrir ceci à l'e-commerçant. Merci. Another one. Un éclairage peut-être, une question quant à votre propre activité. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de nous présenter l'histoire du commerce jusqu'à 2000 ans? Vous pensez qu'aujourd'hui le e-commerce a une amnésie qui l'empêche de progresser, ou il y a besoin de revenir à la base de ce qu'est le commerce? Je ne pense pas que c'est une amnésie, je pense que c'est une accélération dans le changement. Oui. Et aujourd'hui, un e-commerçant qui n'a pas compris toute la dynamique qu'il y a et tous les changements dans cette intermédiation peut être perdu et peut se focaliser sur ce qui n'est pas le centre du commerce. La plus grave erreur d'un e-commerçant, ça serait de se focaliser sur, je ne sais pas quoi, être le meilleur en call center, alors qu'il oublierait quelle est sa relation entre son produit et son client. Alors, pour un type de commerce, ça peut faire partie de l'offre. Si jamais ça fait partie de l'offre, alors il y a d'autres choses qu'il ne va pas faire. Mais la complexité de l'e-commerce aujourd'hui, c'est que tous ces coûts d'intermédiation qui historiquement étaient très très bien normés ne sont plus normés aujourd'hui. On peut voir l'arrivée de Google, de Facebook aujourd'hui, qui est en train de rentrer dans l'e-commerce par rapport au contact que l'on peut avoir vis-à-vis du client, est en train de transformer cette relation-là. Ne pas aller sur Facebook pour faire du commerce, c'est aujourd'hui une erreur. En revanche, un site d'Internet ne peut pas développer son propre réseau social. À vous. Oui, monsieur. Ah, c'est pour ça qu'on dit aux gens de s'asseoir devant, en fait. C'est pour que l'animateur ne fasse le moins de pas possible. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Vincent Bully, je travaille chez Oxylane Decathlon. J'ai une remarque par rapport à vos propos, c'est est-ce que Amazon finalement n'est pas en train de couvrir les trois secteurs? Et est-ce que Google n'est pas non plus en train de prendre la place sur les trois? Vu que Google, il est bon sur le trafic, il peut très bien devenir bon sur l'acte d'achat en ayant Google Checkout plus le Marketplace. Et puis, ils ont commencé à racheter des points colis. Donc, on peut imaginer que finalement, Google est aussi, avec Amazon, le gros acteur du e-commerce. Amazon est effectivement sur les trois. Il est sur cette génération de trafic. Et d'ailleurs, il propose à tous les e-commerçants de venir vendre chez lui. Il est sur la sélection de produits. Et il est sur une partie de la matérialisation. Il propose par exemple à certains e-commerçants de stocker chez lui en dépôt-vente. Et derrière, l'acte de vente peut se faire. Mais la question que vous devez vous poser en tant qu'e-commerçant, c'est est-ce que vous êtes content de vendre un produit à un client que vous ne connaissez pas? C'est ça la limite du modèle d'Amazon. Tout le monde peut très bien vendre chez Amazon, mais in fine, le contact entre le client et le produit, c'est Amazon qui l'a et ce n'est pas vous. Donc, pour quelqu'un qui se développe dans le produit, ça fait sûrement du sens. Pour un e-commerçant, c'est un choix stratégique à faire. Google s'est développé sur deux parties. Au début, énormément sur la partie gauche, sur les spontanés. Il est en train de tester en Californie la partie droite. Mais d'ici à ce qu'il commence à faire un choix de merchandising produit, on n'y est pas. Le choix qu'il pourrait faire, c'est un choix comme Amazon, c'est-à-dire de ne pas faire un choix sur quels sont les produits que je mets en avant, mais en disant, en mettant des algorithmes qui diraient soit la majorité des gens ont pris ça, ou sinon à la Amazon, les personnes qui ont pris ça ont aussi aimé ça. Et c'est là où, en tant que e-commerçant, que ce soit chez Oxylane ou dans d'autres, on peut faire aussi un choix de produit en disant, voilà, je pense que ceci est le produit de demain. Ou si on est en textile, je pense que ceci est la mode de demain. Et ça, c'est un parti pris que ces sociétés aujourd'hui n'offrent pas.
Merci beaucoup. D'autres questions? Intéressant de voir aussi eBay. Parce que eBay essaye de faire les trois. eBay qui était essentiellement sur la génération de trafic, a acheté sur la droite GSI Commerce et s'est mis sur certains éléments du déclencheur d'achat avec PayPal. Mais eBay, lui aussi, ne fait aucun choix de produit. Et d'ailleurs, le merchandising d'eBay est assez sommaire. Si jamais vous tapez dessus, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, Mercedes, vous allez aussi bien avoir des gens qui vendent une Mercedes d'occasion qu'un sticker Mercedes ou une petite Mercedes. Donc ça, c'est un choix qu'a fait eBay de sous-investir dans cette merchandising pour sur-investir dans la génération de trafic et aujourd'hui dans la matérialisation avec le paiement. On poursuit, monsieur. Bonjour. Bonjour, Pascal Blanchet de Page Jaune. Que pensez-vous aussi de la stratégie de Google qui, lui, fait un peu on va dire l'inverse des autres, c'est-à-dire lui qui était le roi de l'Internet, va aujourd'hui s'intéresser à la gestion physique des boutiques. Donc il rentre dans le retail et ça va aller jusqu'à la gestion de stock, tout un tas de choses. Et donc c'est un peu l'inverse parce qu'on parle beaucoup de l'e-commerce, des commerçants qui se mettent sur le net, alors que Google, lui, fait l'inverse finalement, puisqu'il part de l'Internet, il va à l'intérieur de la boutique. Google est une société exceptionnelle, gérée par des gens exceptionnels. Donc si jamais ils ont pris cette décision, c'est quelque part, ils doivent savoir, ou ils doivent avoir des données qui leur disent que ça fait du sens. Je peux pas commenter là-dessus. La seule chose sur laquelle je peux commenter, c'est qu'en tant qu'e-commerçant, on ne peut pas tout faire. Et Amazon est un exemple, il a tellement d'années d'avance, c'est un catégorie killer. À part Amazon, aucun autre joueur arrive à être dans ces trois-là. Et d'ailleurs, on peut voir, Amazon a un petit peu délaissé la partie génération de trafic et s'est fait manger par Google sur la génération de trafic, ou aujourd'hui Facebook. Donc, à un moment, il va falloir qu'ils choisissent où ils sont. Aujourd'hui, Amazon a tellement d'avance, ils arrivent à être forts sur les trois. Bravo. Google voit là-dessus une difficulté, et donc c'est pour ça qu'ils essayent d'aller sur la matérialisation de l'acte d'achat, mais ni l'un ni l'autre n'ont encore fait le choix de faire des produits. Et d'ailleurs, Amazon qui s'est lancé sur des produits propres, ça marche moyennement. Parce que les compétences dont on a besoin pour faire une sélection de produits ne sont pas les mêmes compétences dont on a besoin pour être très très bon en génération de trafic ou très très bon en logistique. In fine, on revient aux hommes qui gèrent ça. Oui, pardon. Bonjour. Bonjour, Biram Gay, société Smart Commerce. Alors moi, j'aimerais, avant de venir sur ma question, revenir un peu sur Epictète, avec ses sages conseils. J'ai bien aimé ce rappel de bien se concentrer sur ce qu'on sait faire de mieux. Mais aujourd'hui, si on regarde, et vous venez de le dire, le cas d'Amazon, Amazon est tellement en avance que quand on regarde, et bien entendu tout le monde sait qu'ils sont cotés en bourse, dans leur rapport annuel, ils vont jusqu'à donner des informations sur des informations telles que l'amélioration des conversions que d'autres, en tout cas aujourd'hui, ne font pas. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que le bon modèle n'est pas celui d'Amazon, malgré les difficultés, et surtout de voir comment le groupe 3 Suisse International s'inscrit dans cette direction. Je ne sais pas si le modèle d'Amazon est le bon modèle. Jeff Bezos a créé une société exceptionnelle. Il a inventé presque toute une industrie. C'est un homme admirable. Voilà. En revanche, si jamais quelqu'un essaie de le copier, cette personne sera toujours numéro 2 ou numéro 3 ou numéro 4. Et c'est un marché où the winners take all. Donc, la stratégie que nous avons prise dans le groupe,
c'est de ne pas aller en frontal avec eux, mais d'aller dans des endroits où eux n'allaient pas. Prenons un exemple. Amazon vend très très bien des produits dans lesquels il y a très peu d'émotions. Parce que Amazon est un système agnostique. Les gens qui ont aimé ça ont aussi aimé ça. Amazon ne prend pas de position. On dirait que c'est le politically correct. Le système est créé comme ça. Pourquoi pensez-vous qu'il y a tellement de sociétés françaises qui réussissent contre Amazon en textile? Parce qu'en textile, il faut prendre position. Il faut dire, la mode, c'est ça. Les succès de Azos, Zalando et autres, c'est parce que ces sociétés prennent position, osent, parce qu'elles se sont basées sur le produit, le choix, le risque du commerçant, plutôt que se baser sur l'acte de la transaction. Donc, quel a été le choix de 3SI? 3SI a été de dire quelles sont les forces d'Amazon, on les a très très bien étudiées, quelles sont les choses que Amazon ne fera pas, et on s'est lancé dessus. Quand on s'est lancé sur la logistique, par exemple, notre logistique est ouverte à tous les commerçants. Monsieur de Oxylane est là-bas. Si jamais Monsieur de Oxylane nous confie la logistique, la connaissance client, la relation qu'il a avec le client, l'adresse du client appartiendra à Oxylane, n'appartiendra pas à 3SI. C'est ça la différence majeure. Nous respectons tellement les commerçants que cette donnée fondamentale qui est quel client a acheté quel produit appartient à l'e-commerçant ne nous appartient pas. 3SI Services a décidé que cette information ne nous appartenait pas. En revanche, là où nous devons être excellents, c'est sur chaque métier, que ce soit en logistique avec Dispeo, que ce soit en point relais avec Mondial Relais, que ce soit en call center avec Mezzo et autres. Et merci, les clients reconnaissent ça. Les call centers, l'industrie du call center a fait -20 l'an dernier. Mezzo, dans son relation client, a fait +8 en chiffre de vente. Donc, nous pensons, premièrement, qu'Amazon est un succès exceptionnel géré par des gens phénoménaux. Bravo. Mais le choix, c'est de ne pas aller contre eux, c'est d'être différent. Et cette différence se voit sur le cœur du business, qui est la relation du client avec son produit, qui est le cœur nucléaire du commerçant. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Arnaud Descamps. Vous nous montrez ici des tas de métiers fragmentés qui gravitent autour du cœur de métier du commerçant. Est-ce que vous pourriez nous parler de quelques contre-exemples, les contre-exemples à votre façon de voir, et peut-être que d'ailleurs on peut les voir comme des synergies entre différentes filiales du groupe 3SI. Par exemple, dans le service après-vente, on va peut-être essayer de mieux, de pouvoir connaître, enfin on va pouvoir faire le lien entre le service après-vente et la connaissance client, parce qu'un client qui a un problème sera un client fâché. Alors ça, c'est la très très bonne question. Ça, c'est le développement du service dans les 5 ans qui vont venir. Le développement du service dans les 5 ans qui vont venir va être de relier toutes ces informations. Et c'est le fameux big data dans lequel Amazon, encore une fois, excelle. Donc ça, c'est la prochaine étape dans laquelle nous allons aller. C'est proposer aux e-commerçants qui utilisent certains de nos services de pouvoir relier ces informations. Mais aussi si eux les partagent avec nous. Si eux décident qu'ils veulent garder certaines fonctions chez eux, encore une fois, c'est leur choix, on leur donnera ce que l'on a. Mais je pense que d'ici 10 ans, 5 à 10 ans, nous aurons collecté assez d'informations pour pouvoir les redonner, et là on aura aussi des moyennes ou des comparatifs, quand on aura assez de clients, que l'on pourra partager. Donc, je ne pense pas que c'est un contre-exemple, c'est plutôt la force de cette synergie de la digitalisation. À partir du moment où on arrive à relier toutes ces informations en soi, on a une information supplémentaire qui permet à l'e-commerçant d'aller plus loin dans sa relation au client. Quant au contre-exemple de quelqu'un qui ferait tout, à aujourd'hui, je n'en connais pas. On parle d'Amazon qui est dans beaucoup d'endroits, donc dans beaucoup d'endroits stratégiques, mais Amazon n'a pas de point de livraison. Il livre en Allemagne par Hermès, qui est une filiale du groupe Otto.
ils livrent en France par d'autres personnes. Voilà, donc sur cet acte spécifique, ils ont décidé d'outsourcer aussi. Alors qu'à côté de ça, comme monsieur le disait tout à l'heure, Google a décidé d'avoir leurs propres endroits dans lesquels ils pourraient avoir une relation différente aux clients. Ce que je pense, c'est que le management ne peut pas être bon partout, comme le disait ma grand-mère. Et donc, il faut être focalisé quand même sur 3 ou 4 éléments clés. Et la difficulté, c'est de se dire par rapport à sa catégorie de produits, quels sont les 3 ou 4 éléments clés qui vont faire que je vais avoir du succès. Pour vente privée, comme pour Zappos, l'élément clé était le contact client par téléphone. Ça a été défini comme élément clé de succès. Ça, ils vont le garder chez eux. Le reste, ils peuvent outsourcer. Elle était philosophe, votre grand-mère? Un peu corse. Un peu corse, même si je sais que celle qui était en photo, c'était plutôt votre arrière-arrière-grand-mère, si tant est qu'elle ait appartenu à votre famille. Une autre question, peut-être? Non? On en reste là? Vous parliez Big Data, justement, la conférence d'après portera sur le Big Data. Est-ce que, Denis, vous restez disponible pour ceux qui auraient des questions à vous poser en tête-à-tête? Oui, oui. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci à vous. Prochaine conférence dans 20 minutes. Voilà, sur le Big Data. Merci beaucoup.